Jaf ta mère. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle édition de Jaf ta mère en nouveau format, un format plus court mais plus régulier. 30 minutes mais cette fois-ci toutes les semaines avec le nouveau jingle de la radio RLP. Pour commencer cette nouvelle saison, nous allons faire une rediffusion d'une vidéo internet à laquelle nous avons participé il y a quelques jours sur les placements abusifs et l'aide sociale à l'enfance avec Maître Hamas. C'est une vidéo disponible sur la page de l'association Équité Parentale ainsi que la page de l'association SOS Exclusion Parentale et la page de Maître Hamas. Cette vidéo a fait 7000 vues en quelques jours et nous expliquons pourquoi cette administration des services sociaux pose parfois des problèmes dans la gestion des placements et de ses interventions. Cette vidéo dure 1h20 et nous vous proposons aujourd'hui plusieurs extraits d'à peu près une vingtaine de minutes. RLP Radio libre en Périgord. Jaf ta mère. Donc, le thème que nous abordons ce soir, c'est justice, aide sociale à l'enfance et placement abusif. Donc, je vais vous présenter les intervenants. Vous avez d'abord Maître Michel Hamas, qui est avocat au barreau de Marseille, qui a présenté un projet de loi modifiant la procédure de placement et qui envisage de créer un Grenelle sur les placements, justement, auxquels seront conviés les parents qui pourront s'exprimer sur ce thème. Ensuite, vous avez Stéphane Lambert, président d'Équité Parentale, que vous connaissez parce que nous travaillons beaucoup depuis quelques temps ensemble. Donc, je vais passer la parole à Maître Hamas, qui va vous parler un petit peu des placements abusifs et de son travail, ce qu'il fait actuellement. Eh bien, bonsoir. Donc, je suis Michel Hamas, avocat au barreau de Marseille. Ça fait bientôt 30 ans que je suis avocat. J'ai découvert cette matière, en fait, il y a 1 an et demi, par hasard. Parce que moi, je fais plutôt du droit des affaires ou du droit pénal. Et une maman est venue me voir avec un enfant placé, elle était à Paris. Je fais mon travail comme le font tous mes confrères. Et j'ai eu la chance de récupérer assez rapidement un enfant qui avait été placé. Cette maman a fait un article sur Internet qui m'a envoyé quelques parents. Et rapidement, on a mis en place un système qui, bon an mal an, fonctionne et on en a eu de plus en plus jusqu'à ce qu'en juin dernier, on soit sur une situation qui était hors norme au niveau d'un dysfonctionnement géant de l'administration, des juges, un truc qui n'était pas normal. Un papa de 5 enfants qui a un accident avec son épouse, elle meurt. On a placé 5 enfants à 5 endroits différents parce que le type n'arrivait pas à faire face tout à l'école, il était un peu dépassé. Au lieu de l'aider, on l'a aidé en plaçant tous les enfants à des endroits différents. On a eu une audience extrêmement douloureuse au bout de plusieurs mois où on a dit que tout se passait bien alors qu'il y a un des enfants qui avait été une agression sexuelle. Plusieurs des enfants étaient en fugue, avaient été récupérés, et les gens des services sociaux disaient que tout se passait bien alors qu'il y avait du sexe, des fugues. Et le père m'a appelé quelques jours après en me disant « Mais voilà, j'ai mis de l'argent à tel endroit, dans ma voiture, à tel endroit, dans une armoire, je vais me prendre. » Et là, j'ai fait un coup de gueule qui a été vu en tout par 10 millions de personnes. Et à ce moment-là, notre cabinet, notre vie de tous les jours a été modifiée, puisque les parents sont venus en nombre et qu'on a mis en place un process et qu'on gagne. Et qu'on s'est rendu compte, c'est pas mon cabinet qui est meilleur que les autres, c'est que les avocats maintenant ont conscience de ce qui se passe chez le juge pour enfants. Qu'est-ce qui se passe chez le juge pour enfants? Ce qu'on ne sait pas, ce que personne ne sait, dont personne ne parle. Il y a en France 76 000 détenus, c'est-à-dire les voyous qui sont en prison, ou non, pas voyous, mais des gens en prison. Il y a 176 000 personnes, enfants placés. C'est-à-dire il y a beaucoup plus d'enfants placés que de détenus en France. Et personne n'en parle. On se rend compte que qui ça touche? Les enfants placés
essentiellement une catégorie essentielle, c'est les femmes seules. Les femmes sont plus victimes d'enfants placés. Les femmes battues, ce qui est incroyable, c'est-à-dire qu'une femme qui va être battue par son compagnon, elle va d'abord prendre des roustes, ce qui est toujours désagréable, et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment où elle va prendre la plus grosse rouste, où ça va être terrible, qu'elle va finir par déposer plainte, parce que pour aller déposer plainte contre son mari, c'est tout un process, on en prend des coups beaucoup avant d'aller déposer plainte. Quand elle va déposer plainte, la justice va se déclencher et puis on va lui dire vos enfants, vous ne les avez pas protégés des scènes de violence que vous avez vécues et du coup on va lui prendre les enfants. Souvent les femmes d'enfants qui prennent la rouste, on leur prend les enfants. Énormément de femmes seules qui sont battues, à qui on prend les enfants, énormément de parents autistes, d'enfants malades, autistes. Les parents d'enfants autistes sont en danger, force d'eux. Quand un enfant arrive et qui est autiste dans une famille, en général, le couple explose à moyen terme. La femme se retrouve toujours un moment seule, c'est toujours la femme qui reste seule. Elle va demander de l'aide au service à un moment en disant « donnez-moi de l'aide » pour me garder un peu les gosses, pour me faire 4 courses, des démarches, de l'aide. Et là, à terme, on va lui placer son enfant. Donc, femme battue, parents d'enfants malades, énormément d'enfants, quasiment 60% des placements, c'est les couples qui sont en conflit. En conflit, mais les couples qui divorcent, qui se séparent, sont souvent en conflit. Et ils se servent du conflit. Ils se servent du conflit pour placer les enfants. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi ? La loi, elle dit, quand il y a un danger pour un enfant, il faut le placer. Un exemple simple, le type qui viole son enfant de 2 mois, on prend l'enfant, on le met ailleurs. Et on se fout totalement des droits de ce type. C'est ça l'esprit de la loi. Du coup, il n'a pas de droit. Cette loi qui est hors norme, hors du commun, dans lequel une des personnes n'a aucun droit, on l'applique aux parents qui se disputent, aux parents d'enfants malades. On va l'appliquer également aux femmes battues. Et ils n'ont aucun droit. Ces parents n'ont quasiment aucun droit. J'ai des dossiers où on a arrêté l'enfant à l'école. C'est-à-dire, ce qui est incompréhensible. C'est-à-dire que des policiers, sont allés à l'école, sont partis avec un enfant parce qu'il fallait le placer. C'est-à-dire, il n'y a pas de sens commun. Ce qui a fait que les premiers coups de gueule ont été poussés, c'est que je me suis rendu compte que j'écrivais à des magistrats, comme je le fais tout le temps, parce que je suis avocat, je suis juriste. Donc j'écris au magistrat en tant qu'égal, c'est mon égal, je suis son égal. Je lui écris en tant que professionnel en me disant, ben voilà, dans tel dossier, je me souhaiterais par exemple avoir les pièces de la procédure, ou ça serait bien d'avoir un droit de visite. Et jamais, il y en a qui ne me répondent jamais. Je me suis rendu compte que, par exemple, je donne des exemples tout simples, parce que si on ne dit pas les noms, les mots, les gens ne nous croient pas. J'ai écrit à Bordeaux à un magistrat plus d'une 30aine de courriers en tant qu'avocat, sans qu'on ne me réponde. Ni par mail, ni par écrit, ni par rien du tout. Ce n'est pas acceptable. Je vous donne un exemple. Si vous voulez avoir votre enfant à Noël, il faut écrire un courrier en disant « Écoutez, j'aimerais que mon enfant l'avoir pour son anniversaire, par exemple le 6 juin, ou à Noël. » D'accord ? À Noël, en général, c'est pour tout le monde le 24 décembre. En gros, donc on va écrire 2-3 mois avant. Mais s'il ne vous répond pas, on n'a pas d'arme pour provoquer une audience. On ne peut pas provoquer l'audience. C'est-à-dire que c'est une matière où on ne peut pas obliger le juge à rendre une décision. En quelques mots, j'essaie de ne pas être long, mais ce combat me passionne et j'essaie de le donner avec autant de conviction que je peux. Qu'est-ce que c'est qu'un placement d'enfant ? Vous vivez avec votre enfant, à un moment, vous allez avoir un souci. Vous allez lui casser le bras, il va vomir à l'école, vous vous disputez avec votre ex-femme, il est malade. On va décider de le placer. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que vous vivez avec votre enfant. Du jour au lendemain, on va vous le prendre et vous n'allez plus le voir d'abord qu'une fois par mois, 1 heure avec un tiers. C'est-à-dire que vous allez le voir le 6 du mois, entre 14h33 et 15h33. D'abord, il faudra avoir quelqu'un d'autre avec vous. Vous ne pourrez pas le prendre dans vos bras. Vous ne pourrez pas lui dire que vous l'aimez. D'abord, il faudra parler aux autres. Et si jamais vous êtes un peu trop nerveux, ça va mal se passer. Donc déjà, ça, 1 fois par mois. Au début, c'est 1 fois par mois pour quasiment tout le monde. Et ça dure, ça, à peu près 8-10 mois, 1 an. Première chose. Deuxième chose qui est inacceptable, c'est qu'on déscolarise l'enfant immédiatement. On vous le prend de l'école de Édouard Herriot, là où vous êtes, et on vous le met ailleurs, puisqu'il est dans un autre endroit. Donc, l'enfant, déjà, il voit plus
ses parents. On le déscolarise, on le met ailleurs, dans le meilleur des cas, avec d'autres amis. Il n'a plus un ami. Immédiatement, on arrête toutes les relations avec les grands-parents. Toutes relations avec les grands-parents, avec les oncles, avec les tantes, avec les cousins, avec les mémés, les mamies, les papis, tout s'arrête. Et ça prend plusieurs années avant qu'on vous les rende. On arrête également tous les extrascolaires, le foot, la danse, les échecs, la synagogue, l'église, tout. On arrête tout. Le cheval, le tennis, on arrête tout. En même temps, c'est pas tout. On arrête les soins dentaires. La plupart des enfants, on leur met des appareils. Là, pour reprendre les soins dentaires, ça prend un temps fou. Les yeux, les lunettes, on arrête tout. C'est-à-dire que pendant à peu près 6 mois, 1 an, le seul objectif de l'administration n'est pas de remettre l'enfant dans la famille, mais que l'enfant s'intègre, c'est le seul truc qu'on demande, qu'il s'intègre à son lieu de placement, l'enfant, c'est-à-dire qu'il y ait la résilience. On fait le principe de la table rase, ce n'est documenté par rien, il n'y a aucun livre qui dit, voilà, d'abord il faut briser l'enfant pour le reconstruire. Il n'y a pas ça. Hein. Ce qui se passe, c'est que c'est la table rase, c'est-à-dire on enlève toute la vie de l'enfant, on jette tout, on prend cet enfant qui est détruit, on le décompose, et au bout d'1 an ou 2, quand l'enfant est décomposé, on le réintègre petit à petit dans la vie de ses parents. C'est un nouvel enfant qu'on réintègre. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que quand on place un enfant, c'est rarement l'enfant qui fait une connerie. La plupart du temps, c'est pas ça. J'en ai un. Sur tous les dossiers que j'ai un enfant qui est dangereux, un qui est extrêmement dangereux. J'ai un enfant dangereux. Sur des centaines de dossiers, je n'en ai qu'un. La plupart du temps, quand on place un enfant, c'est que les parents ce sont eux qui sont en souffrance ou qui ont un souci, mais on ne soigne jamais les parents. C'est-à-dire quand on ouvre le dossier, au lieu de dire les parents dysfonctionnent, en même temps qu'on place le gamin, on va faire une thérapie de famille familiale pour que ça s'arrange, on va immédiatement mettre en place les soins qui n'étaient peut-être pas mis en place, on va immédiatement faire ce qu'il y a à faire en même temps pour les parents, pas du tout, on prend l'enfant, on déconstruit. Quel est le principe fondamental à peu près partout ? C'est la présomption d'innocence. Sauf en matière de placement d'enfants, où il y a une présomption immédiate de culpabilité des parents. C'est-à-dire que si on vous a pris des enfants, c'est que vous êtes coupable, vous êtes une cloche, vous ne savez pas vous en occuper, vous êtes un clochard. Et à partir du moment où on vous prend vos enfants, que vous soyez boulanger, que vous ne travaillez pas, que vous travaillez dans une épicerie, quel que soit votre métier, vous êtes coupable de mal vous être occupé de votre enfant. Il y a cette présomption-là qui existe et qu'on vous oppose et que l'on ne peut pas démonter. C'est-à-dire que c'est une présomption. Comme l'innocence en matière pénale, on a ça. Il faut savoir que ces audiences sont des combats. C'est pas comme un divorce, c'est pas comme des infiltrations d'eau, c'est un combat à chaque fois. Un combat, pourquoi ? Parce que ce système est violent. Et cette loi violente, qui est normal qu'elle soit violente, puisque au départ, on veut sauver l'enfant qui est violé par son père, en gros. Cette loi qui est violente, on l'applique à tout. Première chose, les magistrats souvent ne répondent pas. Là, je vous donne un exemple. À Bordeaux, j'en ai un qui ne m'a pas répondu. Je vous donne un autre exemple. À Mulhouse, il y a un magistrat qui j'écris 32 courriers sans réponse. C'est inacceptable. Le mot, c'est inacceptable. RLP. Radio libre en Périgord. Un constat extrêmement noir donc de Maître Hamas qui explique l'intérêt de l'association sur ce sujet et qui enchaîne en nous décrivant le projet de loi qu'il présente, lui et ses amis, à l'Assemblée nationale. Alors, première chose, on a fait un projet de loi, il a fallu des députés, il a fallu les convaincre, mais ça n'a pas été compliqué de convaincre des gens de droite, de gauche, du centre, En Marche, tout ça. Moi, la politique ne m'intéresse pas. Ça n'a pas été compliqué de les convaincre. Première chose, je demande à ce qu'on fasse comme au pénal. Je demande à ce qu'on puisse faire des demandes au juge, par exemple, donnez-moi mon enfant à Noël, donnez-moi des enfants au week-end. Quand je fais une demande, que le juge doive me répondre dans le mois, comme au pénal, comme dans l'instruction, dans le mois de manière argumentée. Ça donne un rythme. C'est-à-dire, je fais une demande, il me répond dans le mois. S'il me dit non, je demande à ce qu'il y ait un appel possible qui soit jugé dans les 2 mois, comme en matière d'instruction. C'est-à-dire, c'est les mêmes règles. C'est tout simple. Je ne suis pas un juriste de très haute qualité. Je dis ce qui marche bien en instruction, faisons-le pour le juge. Troisième élément que je demande d'avoir le rapport. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que cette matière n'est composée que d'un seul document. C'est le rapport des services sociaux, qui est déposé 1 fois par an.
Ce document unique, la plupart du temps, est déposé le matin de l'audience. C'est-à-dire que l'avocat, c'est le type qui va recevoir un document à 8h30 et qui devra avoir à 8h33 l'intégralité de l'argumentaire contre ce rapport qu'il n'a pas encore lu. Je vous donne un exemple. À Marseille, un magistrat, en décembre, pour une dame, on est venu à l'audience avec un rapport de 72 pages qu'on m'a remis à 9h pour l'audience de 9h05. Moi, je veux bien qu'on me donne à lire Les Misérables avant l'audience. De les lire, c'est pas tout, c'est d'y répondre de manière argumentée. C'est-à-dire que c'est totalement déloyal. Le principe essentiel du droit français, qui est le contradictoire, ce que je dis, je te le dis avant, ce que tu me dis, tu me le dis avant, on s'échange avant et on communique avant. Ce principe n'existe pas en droit des enfants. Il n'existe pas parce qu'il y a un adversaire. On n'ose pas le dire. Il y a deux parties, il y a les services sociaux et les parents. Mais les services sociaux ne sont pas détectés comme étant un adversaire, alors que c'est mon adversaire. Quand je vais plaider au pénal, mon adversaire, c'est les parents, mais c'est aussi le procureur de la République, et je sais ce qu'il va dire, le procureur de la République, puisque j'ai son réquisitoire des mois avant. Là, une des deux parties vient avec ses documents à l'audience. Imaginez, on dit « Madame est alcoolique ». Bon, pour répondre à ça, il y a un document qui me prend une demi-journée. Il suffit que je fasse faire un test gamma-GT. Je viens, j'ai la preuve contraire. Seulement si je dois le savoir à 9h05 pour l'audience de 9h06, je ne peux pas le faire. Cette pratique, on dit on peut pas faire autrement, on peut pas faire. Alors ils nous disent c'est malheureux, on peut pas faire autrement. Ils ont le même matériel que moi, c'est-à-dire qu'ils ont les mains, ils ont des doigts au bout, on a les mêmes, mais ils sont pas capables de nous pondre les rapports suffisamment sur un an. On est de un an en un an ou de 6 mois en 6 mois. C'est-à-dire que tout le monde a largement le temps de faire son document 15-20 jours avant, un mois avant et qu'on s'échange. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Il y a des endroits où c'est pitoyable, services sociaux au Bagne, services sociaux à Marseille parfois. Là, je suis allé plaider il y a 2 jours à, je crois que j'étais à Mulhouse ou à Meaux. Il n'était même pas rendu. C'est-à-dire que je suis allé, il n'y avait même pas de rapport. C'est-à-dire c'était open bar. C'est-à-dire qu'à un moment, on a constaté que c'était open bar. C'est-à-dire qu'à Nîmes aussi, open bar. C'est-à-dire que nous sommes arrivés la semaine dernière à Nîmes devant un des quelques magistrats là. On s'est assis, le magistrat a constaté qu'il n'y avait pas de rapport, mais on allait quand même prendre une décision qui risque de placer encore un enfant pendant 1 an. Pendant 1 an, c'est-à-dire sans matière de travail, sans que ces gens n'aient fourni l'acte de travail. Alors, ce que je demande, qui est quand même pas compliqué, c'est que ce rapport, c'est dans le projet de loi, on a rajouté cet élément-là, que le rapport nous soit fourni dans des délais raisonnables à tous, par courrier, et directement, parce qu'il y a un filtre. Le magistrat dit c'est consultable à mon bureau 10 minutes avant. Ça ne va pas marcher comme ça, tout le monde doit avoir le document. Donc on a demandé dans le projet de loi à ce que le rapport nous soit communiqué 1 mois avant à tout le monde. Le 4e élément, et qui est essentiel, c'est le huis clos. La justice est rendue de manière publique au pénal parce que ça marche comme ça et ça marche plutôt bien, d'accord ? Parce qu'il y a jamais un juge qui dit de bêtises en audience, il n'y a pas d'avocat qui dise de bêtises en audience, il n'y a pas de parquetier qui dise de bêtises en audience. On se respecte, on se châtaigne, on se frappe avec nos mots, on se rentre dedans, mais on se respecte. Il y a un respect dans le procès pénal, même quand on parle des grands orateurs, Dupont et les autres. Parmi nous, il y a des voix magnifiques, et parmi eux aussi. Quand on se chope, mais c'est dans un respect profond. Ce qui se passe devant le tribunal pour enfants est inacceptable. Alors, je le redis, je l'ai dit 50 fois sur toutes les audiences et toutes les antennes où on me reçoit. Moi, j'ai vu à Auch, devant le juge à Auch, une maman qui, au bout de 3 ans de placement, supplie. Les services disent, il faut encore prolonger pendant 8 à 10 mois et un hébergement de temps en temps. Elle supplie et dit, arrêtez, elle n'en peut plus. Elle se met en larmes parce que l'enfant qu'elle déclenche de l'encoprésie, c'est-à-dire qu'il se fait caca dessus. Le mot exact, c'est ça. C'est pas signe que ça va bien, d'accord ? C'est que ça va moins bien, d'accord ? Elle dit, c'est impossible, il faut que ça s'arrête. Cette mère pleure dans le bureau du juge, elle pleure des larmes, je vous en supplie. Elle supplie et elle pleure. Et à côté, la nana des services sociaux rigolait en se moquant d'elle. Ça, dans une audience pénale, en vrai, s'il y avait un journaliste, on en parle pendant des semaines. Je vous donne un autre exemple qui est inacceptable. Je suis allé plaider avant-hier à Dijon. On va à Dijon, on nous dit
un enfant pendant les vacances, vous savez, les familles d'accueil, elles prennent des vacances aussi. Un enfant pendant les vacances, sa famille d'accueil référente part en vacances sans lui, bien évidemment. Donc, on le cale dans une autre famille où d'abord, il se prend une rouste dans les 2-3 jours par les autres qui sont plus grands et donc, il faut le changer. On le met dans une deuxième famille d'accueil de secours. Là, la famille d'accueil de secours, la mère a un problème, un lumbago, et il a une troisième famille d'accueil où cet enfant va passer un été, quelques semaines pendant l'été dans un appartement pourri. C'est-à-dire que cet enfant-là, pour qui tout le monde a dit à l'audience avant-hier, tout se passe bien, la maman c'est bien, on va lui donner les droits d'hébergement de week-end, il suffisait de le mettre chez la mère. Il suffisait de le rendre à ses grands-parents pendant les vacances. Surtout que tout le monde dit que tout se passe bien, qu'on est dans la résilience, qu'on a accepté, avec une mère charmante, avec un enfant charmant, un enfant qui réussit à l'école, tout fonctionne bien. Mais on a dit, ils ont dit, on n'a pas pu, oui, c'est dommage. On s'en est pas bien occupé, ils ont dit. Si vous passez en correctionnel et qu'il y a un journaliste, vous faites défoncer. Et je parle pas des viols. Je parle pas des viols parce que et des agressions sexuelles parce que ça me met le sang dans la bouche. Je vous donne un dernier exemple que je dis. On a à peu près 1 ou 2 enfants violés par mois dans mon bureau. Violés ou à toucher, mettre un truc dans le corps de quelqu'un, c'est un viol. Quel que soit ce que l'on y met. Donc des garçons avec des trucs dans le derrière et des petites filles, il y en a plein. Et des rapports sexuels, il y en a énormément. Quand on va à l'audience et qu'on dit le petit Jérôme, le petit Kader, la petite Léonie a fait l'objet d'une agression sexuelle, a dû pratiquer une fellation, s'est retrouvé avec un stylo dans le derrière, on dit oui, alors donc oui, on a déposé, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Mais alors, donc, il y a une acceptation. Et à une des audiences, il y a un viol pur et simple. Et le magistrat de Mont-de-Marsan a dit, par rapport à l'incident, moi, je veux bien tout entendre. Alors, je suis souvent en colère, je suis souvent à vif. C'est pas un incident, un viol. Ça peut pas être un incident. Le jour où on considérera, nous, les avocats, que c'est un incident, la robe là que j'ai là, il faut la jeter. Il faut aller vendre des churros au lec. Il faut arrêter de faire ce métier. Voilà, il faut arrêter de faire ce métier. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une administration qui est à la dérive, qui n'a pas de moyens. Alors, souvent, je me fais engueuler par les internautes en disant vous léchez le cul des services. Pas du tout. Ils n'ont pas de moyens et souvent, ils ne sont pas compétents. On a souvent un gros seuil d'incompétence en face. Moi, je veux bien tout. J'ai des gens dans les services sociaux, notamment à Grenoble, où à Grenoble, j'ai une nana des services sociaux qui vient poser un diagnostic médical en disant « Madame souffre du syndrome de Munchausen par procuration ». Ça veut dire tu donnes une fausse maladie à tes enfants. En gros. Qu'est-ce que c'est lancé, cette femme ? Mais il n'y a pas eu de psychiatre, pas de psychologue. Elle n'a aucun diplôme, ni en psychologie, ni en psychiatrie, ni en rien. C'est comme si vous et moi, on donnait des cours en natation aquatique synchronisée. C'est-à-dire, ces personnes qui n'ont aucune formation, qui vont avoir un peu des formations psychologiques, comme j'ai les mêmes, moi, par exemple, ça me plaît, je joue de la guitare, je peux donner des conseils, mais je ne peux pas donner des cours. Ces gens qui n'ont aucune formation donnent, et quand ils posent un diagnostic, ces gens sans formation, ils le posent, ils l'écrivent, ce diagnostic-là, c'est de l'airain. RLP. Radio libre en Périgord. S'ensuit alors une discussion fort intéressante avec Claude Néris, Maître Hamas et moi-même sur le sujet, dont voici les extraits les plus pertinents. J'ai des exemples de services sociaux qui vont chercher des enfants à l'école, mais sans procureur, sans juge des enfants, de services de police qui refusent de prendre les plaintes. Et là où j'aurais aimé discuter, c'est que faire une proposition de loi pour que nous ayons autant de droits que les criminels au juge des enfants ou devant le JAF, ça me paraît bien. Mais de manière plus globale, j'ai l'impression que nous avons des services sociaux qui parfois ne sont pas forcément très bien formés, très délégués, mais qui ne sont soumis à aucune autorité. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de trouver un supérieur hiérarchique, il n'est pas possible d'accéder aux documents
vous allez vous adresser au conseil départemental, vous êtes menacé de passer par la CADA, vous n'aurez pas les papiers qui vous concernent et qui ont été écrits sur vous et sur votre famille, même quand il n'y a pas de juge, même quand c'est juste eux qui viennent comme ça et puis qui interviennent en demandant des centaines de milliers d'euros ou de millions au conseil départemental ou à la région. Vous n'avez pas les éléments. Quand vous les avez, ils sont rayés au blanco. Moi, j'ai l'impression que de manière assez globale, et avant d'arriver à la justice, nous avons un problème d'une administration qui n'est soumise à aucune règle, à aucun cadre. Et lorsqu'on veut justement être dans le droit et dans la règle, on a beaucoup de soucis. Moi, je pense qu'effectivement, aller demander à ce que les services sociaux ne soient pas tout puissants, à la fois juge et partie dans le refus du contradictoire, je pense que c'est aussi intéressant. Je pense que il y a là aussi une piste qui pourrait bénéficier à tout le monde, à toute la collectivité. C'est ça qui est essentiel, qu'il y ait un équilibre. Bien sûr, absolument. Après, s'occuper des enfants qui souffrent, il faut les sauver. Enfin, je veux dire, je suis pour. C'est évident que je suis pour. Mais est-ce que c'est une ancienne victime qui a aucune formation qui va venir et qui va décider que, et puis on pourra pas lui répondre, on saura même pas ce qu'elle écrit, et puis ça peut aller très très loin. Ça, par contre, c'est un peu embêtant. À l'heure actuelle, il y a qu'un acteur, c'est les services sociaux. Absolument. Il n'y a aucun recours, rien du tout. Et ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a qu'un acteur. Et puis des fonds illimités. Oui. Fonds illimités. Et en face, il y a des gens qui ont rien et qui peuvent pas se battre. C'est une administration qui est puissante. Et moi, je pense qu'on a, j'ai déjà dit 10 fois, on a déjà gagné parce que cet entretien qu'on a là, on l'aurait pas eu il y a un an. Si les services sociaux prennent de plus en plus d'ampleur et d'amplitude dans la société française, il faut qu'ils aient un contre-pouvoir et il faut qu'ils aient un livre de contrôle. Et puis surtout, mais je n'ai jamais vu des services sociaux signer un papier disant que l'enfant qui s'occupait, qui leur apportait des subventions, là, ils allaient le rendre demain. J'en ai encore jamais vu. Je pense qu'il y en a, mais j'en ai vu assez peu. Par contre, j'ai vu des structures qui investissaient dans des locaux pour avoir de plus en plus de place pour recevoir des gens, et qui faisaient un peu de logique hôtelière et qui nous coûtaient extrêmement cher. Et là, il y a rien. On peut absolument rien faire. Quand on s'en approche, ils sont parfois violents. Et c'est une grande interrogation. C'est vraiment une très, très grande interrogation. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Et surtout, que pourrait-on faire pour que le citoyen normal, en fait, puisse avoir des situations normales? Voilà. Le problème, c'est certainement la délégation qui est faite au département. Ça, oui. Chaque département, le président du conseil départemental gère en fait sa petite cuisine dans son coin, et il n'y a rien de centralisé, il n'y a pas de directive nationale de données. Combien ça génère de manière claire? Comment ça génère selon les départements? Parce que à un moment, il faudrait se poser la question. Cette administration, en tout cas, nous coûte de l'argent, c'est sûr, alors que l'État n'a pas de sous pour la justice. RLP. Radio Libre en Périgord. Voici donc pour aujourd'hui, nous nous retrouverons la semaine prochaine, j'espère que ma voix sera également de retour. Cette fois-ci dans un format plus normal consacré à l'actualité, nous ferons dorénavant ainsi, une semaine sur 2, une retransmission des conférences que nous faisons, des directs live que nous faisons sur internet avec des spécialistes du secteur, et une semaine sur 2, une émission consacrée à l'actualité avec des invités en direct, ou alors toujours pour cause Covid en différé. Portez-vous bien. Et à la semaine prochaine, au revoir. Et n'oubliez pas la rediffusion mercredi prochain à 16h.